je pense qu'on l'a tous vécu ensemble, nous avons appris, entendu, espéré même, que les médecines traditionnelles, au fil de leur histoire, véhiculent un savoir et dans ce cadre affirment, colorent notre civilisation de la vision de la vie, de la mort et de la maladie, ce dont nous ne devons pas avoir peur pour vivre la confiance. Toutes celles explorées depuis hier traitent actuellement près des 2/3 de la population mondiale. C'est pas rien. L'OMS, vous connaissez ça, vous? Mais ça existe. Nous devons faire face à cette réalité. L'OMS, dont les discours sont parfois inaudibles, ont quand même travaillé, mais peut-être Patrick aussi nous le dira, avait une cellule comme le CNRS, vous savez, il y a des petites antennes. Les chercheurs ne sont pas là. Et Carole, dont on a parlé ce matin, est chercheur. Et ça, c'est intéressant d'avoir leur vision à long terme des structures qui nous gouvernent. Ne soyons pas naïfs, elles existent et elles existeront encore un temps. Et vous en direz un mot, Louis, de l'OMS. Chacun de vous, vous nous direz comment vous envisagez demain et le travail de demain, qui est un travail d'intelligence collective. Et mon amie Agnès vous en dira quelques mots à la fin de cette table ronde. Ça, ensemble, nous travaillerons. Ensemble, nous devons continuer à travailler pour comprendre, proposer. Et c'est ces solutions-là qui, demain, feront société. Et nous sommes co-responsables de cela. Et vous nous direz, vous nous dites, comment vous envisagez d'animer cette synergie entre ethnomédecine et médecine occidentale. Comment vous vous engagez à pratiquer auprès de vos patients, donc des humains, une fraternelle pédagogie au vu de ces connaissances millénaires et de les appliquer pour assurer une santé globale à un coût juste et digne. Par exemple, en Chine, la médecine traditionnelle cohabite avec la médecine occidentale. Système qui d'ailleurs offre à la population un coût de santé 40 fois inférieur au nôtre, avec la même espérance que vie dans nos pays riches. Donc cela est possible dans le monde. Pourquoi en Europe et ailleurs, cela n'existe-t-il pas ou commence à poindre son nez? Allez, vous êtes nombreux, on y va. Alors, Louis, parce qu'il y a quand même une question sur l'OMS, qu'est-ce que c'est ce monstre-là? Qu'est-ce que c'est son utilité? Et comment ces gens-là vont nous permettre de faire cohabiter les ethnomédecines dont ils sont informés et notre médecine occidentale? Merci pour cette question. Merci à tous ceux qui sont derrière le décor aussi. Je n'ai pas eu le temps de remercier avant, donc j'en profite. À ceux qui sont à régler le son dans la scansion africaine ou occidentale ou tibétaine, qui n'a pas forcément les mêmes modulations de son. Et merci à vous tous d'être là pour suivre encore. Et avant de répondre à ta question, parce que c'était un peu ma spécialité avec les journalistes, c'était de faire un pas de côté et de répondre à côté. Je voudrais prendre un tout petit peu de hauteur et dire qu'il s'agit de médecine, mais il ne s'agit pas que de médecine. Il s'agit de comprendre que peut-être notre monde est holographique. Qu'est-ce que ça veut dire? Holon, ça veut dire tout entier en grec. Et ça veut dire que chaque système contient tout et entièrement le système dans son ensemble. Et à chaque niveau, il y a une cohérence, mais il fait partie d'un tout plus grand qui lui-même a sa cohérence, qui fait partie d'un tout plus grand qui a lui-même sa cohérence. Et que si notre système sanitaire de notre ethnomédecine occidentale est en crise, notre système monétaire, notre système scolaire, notre système démocratique,
notre système de transmission sont malades aussi et sont arrivés à un moment de crise. Et la crise, elle dit toujours la même chose. Elle peut s'appeler maladie, elle peut s'appeler crise. Elle dit « tu ne peux pas continuer comme ça, sinon tu vas en crever ». Donc de toute manière, notre société occidentale ne peut pas continuer comme ça, sinon elle va en crever. Chaque crise réveille une partie du système, une partie de l'organisme. Chaque maladie réveille une partie de l'organisme, mais pas tout. Et si l'organisme ne se transforme pas dans son ensemble, il faudra une crise plus violente et plus forte, jusqu'à ce que la masse critique ait compris qu'il faut se transformer. Et on est à ce moment-là où la question que tu poses n'est pas anodine, elle ne se pose pas pareil maintenant, probablement qu'il y a 50 ans, ou qu'il y a 100 ans, ou qu'il y a 150 ans. On est arrivé à un moment où le système de notre ethnomédecine occidentale, je l'appelle comme ça exprès, vous avez compris, c'est pour la personne qui est au Conseil de l'Ordre, là, ou le mec des renseignements généraux, pour qu'il voilà, puisse noter, Louis Fouché parle d'ethnomédecine occidentale pour parler de notre médecine triomphante. Il faudra l'exclure. Ok, bon, c'est déjà en cours, donc ne vous inquiétez pas. Ou au contraire, se disent, tiens, oui, c'est vrai, peut-être que j'ouvre cette porte aussi à la personne du Conseil de l'Ordre, de considérer que peut-être, oui, nous sommes dans une vision ethnocentrée de notre propre médecine, et que jusqu'ici, elle a été impérialiste et hégémonique. Ben oui, mais c'est pareil pour la monnaie. Il y a le dollar partout. Pourquoi il y a le dollar partout? Si vous regardez là-dessus, c'est une cartographie de la déperdition culturelle, de la perte progressive de biodiversité économique qui s'est passée. Si vous pensez que l'ethnomédecine occidentale devient la médecine mondiale, c'est bien parce qu'il y a une perte de la biodiversité et que dans votre champ ne pousse plus qu'un seul type de patate. Qu'il n'y a plus de mauvaises herbes, qu'il n'y a plus d'adventices, qu'il n'y a plus de coquelicots. Et de manière, quand il y en a, on les arrache. C'est insupportable puisqu'il faut prédire, il faut produire de plus en plus de patates. Sauf qu'on arrive à ce moment étrange où ça s'effondre, où de toute manière, ça ne marche pas. Notre système sanitaire occidental, ethnocentré sur l'Occident, a été incapable de prendre en charge le Covid. Quelles que soient les raisons, la corruption, une science frelatée qui est produite, la désorganisation du système de médecine générale, de toute manière, on est arrivé à un carrefour. Ce que propose aujourd'hui l'OMS, ce que proposent les différents organes de recherche, l'université, ce que proposent les majors qui finalement sont devenus les principaux agents de transformation de notre système, donc majors de la data et donc Google, Amazon, Facebook, etc., ou majors du médicament, Pfizer et autres, ce qu'ils proposent, ce qu'ils veulent faire advenir à partir de cet effondrement, c'est une médecine sans humain, c'est une médecine sans lien, une médecine numérique, comptable, produisant toujours un peu plus de la même chose. Et je ne l'invente pas, c'est dans tous les textes officiels. Vous n'avez qu'à regarder ce qui se passe au Sénat, vous avez regardé ce qui se passe au au Comité consultatif national d'éthique. C'est toujours les mêmes textes. Le virage numérique en santé. C'est la même chose, le consentement général. Il y a marqué ça au Comité consultatif national d'éthique il y a 8 ans maintenant, bien avant le Covid, où ils écrivent en fait, on fera consentir les gens aux soins, mais on ne leur expliquera pas pourquoi. Ça n'a pas d'importance. Ils n'ont pas besoin de comprendre. Ils ont besoin juste de savoir comment. Exactement comme quand vous cliquez dans Google, vous ne savez pas pourquoi vous dites oui ou vous refusez les cookies, etc. Tout accepter. Oh ouais, c'est chiant, j'accepte tout. Ce sera pareil pour le système de santé. On est dans le même système. Et donc, la question c'est, est-ce que ça doit cohabiter? Est-ce que ça doit vraiment cohabiter ensemble? Vous devez cohabiter avec quelque chose qui s'effondre? Vous devez lui offrir une porte de sortie. Dire, regardez, nous sommes les chaloupes à la mer qui vont te permettre de continuer d'exister autrement que ce que tu as prévu. Donc on a le choix, soit une ethnomédecine occidentale qui continue son impérialisme hégémonique et qui, de manière tentaculaire, va faire s'effondrer tout le reste, mais on n'en est déjà plus là. Elle est maintenant en lutte guerrière. Elle veut voir éradiquer le reste. On interdit l'huile essentielle de lavande à la Commission européenne. Ça va les gars? Tout va bien? Parce que le Roundup, c'est toujours autorisé. Hein. Les néonicotinoïdes, c'est toujours autorisé. Hein. Vous interdisez l'huile essentielle de lavande.
On interdit à des praticiens de mettre une aiguille dans les bras, dans la couche sous-cutanée, pour le réserver aux médecins. Encore une tentative d'anthropophagie, quoi. La médecine occidentale voudrait manger la médecine chinoise, voudra manger la naturopathie, voudra manger l'herboristerie, ou alors les détruire. C'est toujours la même logique. Donc nous sommes face à des malades paranoïaques. C'est la définition de la paranoïa. Je pense à côté, je suis persuadé qu'il n'y a que moi et que tout le reste est mon ennemi et que je dois le détruire puisqu'il me met en danger. Comment faire avec ça? C'est faire avec la peur. Et pour faire avec la peur, ça va être à nous de faire le boulot, encore une fois, hein, de manière douce, patiente, déterminée. C'est toujours les mêmes qui bossent. Hein. Vous avez déjà remarqué ça dans votre vie? On vous a dit, c'est pas toujours les mêmes qui sont sympas, qui doivent faire l'effort de demander pardon, qui doivent faire l'effort. C'est toujours les mêmes. Ce sera toujours les mêmes, encore une fois, et c'est nous. Et il va falloir tendre la main à tous ces gens qui sont effrayés, agrippés au mât d'un bateau qui est en train de se fracasser sur les rochers, et à qui on dit, viens dans la chaloupe, viens. Si tu restes là, tu vas mourir. Et il y en a plein qui ne veulent pas l'entendre. Et là encore, vous devez faire avec. Il y en a qui ne s'en sortiront pas. Vous avez aujourd'hui des médecins de partout qui sont dans le déni des effets secondaires vaccinaux. Si on demande à la personne du Conseil de l'Ordre qu'elle a aujourd'hui, les vaccins, c'est comment? C'est sûr et efficace. Purée! Mais tu as lu le VAERS? Tu as lu le droit vigilance? Tu es allé voir les associations de patients? Il y a des associations de patients qui se créent. Vous croyez que les jeunes femmes, elles n'ont pas autre chose à foutre que faire des associations de patients parce qu'elles ont perdu leurs règles? Si elles le font, c'est qu'il se passe quelque chose. Ouvrez les yeux. Et vous avez beau crier, vous exciter de plus en plus, les gens du Conseil de l'Ordre ne peuvent pas le voir. Mais ça, il va falloir en prendre soin. Parce que s'ils le regardaient en face, ils en crèveraient. Et ils sont obligés de se cramponner au déni. Il va falloir faire avec ça, et c'est notre travail, encore une fois, de douceur, d'accompagnement, d'arriver à faire lâcher le mât du bateau qui est en train de s'effondrer et d'emmener ces gens doucement, s'ils le veulent bien. Okay. Good evening, everyone. Bonsoir tout le monde. I think regarding this topic, I have mentioned a little bit in the morning also. Donc il en a parlé un petit peu ce matin déjà. So, in this regard, from my point of view, I'm hopeful, and in the future there is the room or the opportunity of collaboration of traditional medicine and the more modern medicine or biomedicine, because Donc il a de l'espoir qu'il y ait de la place et des opportunités à l'avenir d'une cohabitation entre une médecine moderne, une biomédecine et une médecine ou des médecines traditionnelles. Yeah, because the way of thinking of the modern medical practitioners, I mean the doctors of modern medicine, the way of thinking is changing. So more and more those practitioners are accepting the effects of the traditional medicine. Donc de plus en plus, les nouveaux praticiens en médecine occidentale et moderne acceptent les médecines traditionnelles et l'effet qu'elles ont sur les patients. So for example, in India, we do a lot of research with modern medical sciences. So this kind of collaboration is going on regarding our institute with other, the Modern Medical Institute. Donc en Inde, par exemple, ils font beaucoup de recherches en collaboration entre la médecine traditionnelle et la médecine occidentale, et que vraiment ils échangent beaucoup et ils se font confiance. So as mentioned, we have done research with biomedical science doctors like AIIMS in Delhi. It's called, I think it's one of the biggest medical kind of hospital in India, All India Medical Institute, and also with other institutes on certain diseases. So such kind of collaboration is still going on.
And the result of our medicine also proves quite effective through their kind of experiment or research. Donc ils ont vu les expérimentations et comment les résultats sont probants quand ils font des échanges comme ça entre les médecines, en particulier dans un énorme institut au niveau de Delhi. So, so in my point of view, in every tradition, there is disadvantages as well as advantages. So the most important thing is that we need to integrate the best part of all these traditions together so that we can contribute in a better way to serve the patients. So this is my kind of idea. So the disadvantages, we can kick it out, yeah, leave it out. But we need to extract the better part of every tradition together. So for the benefits of a larger humanity. So that is my kind of point of view. So there is hope. I think we should be hopeful. So there will, in my point of view, there is hope in collaboration of all, not even the biomedical science, also among the traditional medicine also. Donc il a beaucoup d'espoir et pour lui, c'est vraiment important de prendre conscience qu'il y a à la fois des bénéfices et des inconvénients dans chaque médecine, quelle qu'elle soit, et qu'on peut choisir de laisser de côté les inconvénients de chaque médecine et des médecines traditionnelles aussi, et de prendre le meilleur de chaque médecine traditionnelle pour les combiner ensemble et travailler ensemble. Et il a vraiment beaucoup d'espoir que ça puisse fonctionner et qu'on puisse aider les patients à aller mieux ainsi et aussi aider l'humanité de cette manière-là. Thank you. Effectivement, je vous rejoins, toi Louis et puis Tsetan aussi, sur une forme d'optimisme par rapport à la médecine de demain, qui, après c'est mon souhait, mais bon, je pense que c'est possible de faire cohabiter les deux types de médecine, oui et non. Alors, la médecine occidentale, effectivement, elle s'effondre actuellement. Elle est allée trop loin dans le matérialisme, dans le transhumanisme, dans la robotisation. Même en psychiatrie, le courant, j'ai des collègues qui sont d'accord avec moi, le courant de la neuropsychiatrie, où on va trouver l'origine des angoisses dans l'amygdale, ou je ne sais même pas quelle zone du cerveau, mais tout ça pour donner de la chimie qui va bloquer les choses sans essayer de comprendre pourquoi elle est là, cette angoisse, ou qu'est-ce qu'elle vient dire. Voilà, même en psychiatrie, on matérialise les choses. Bref. Donc, je pense que la médecine occidentale est allée très loin. Maintenant, elle reste efficace sur beaucoup de points. Le dialogue, la cohabitation sera possible avec les médecines traditionnelles dès lors qu'on partagera des choses de cœur à cœur, quand il y a des humains en face d'autres humains, des humains en blouse blanche et des humains en tenue traditionnelle. On l'a vu, là où les médecins traditionnels, les pratiques traditionnelles sont rentrées dans les services, c'est grâce à la volonté d'une personne, d'un humain, d'un chef de service souvent, qui remet le patient au cœur du parcours de soins. Et l'objectif, c'est que le patient soit pris en charge de la meilleure façon possible et soit soulagé. Et peu importe qu'on partage ou pas des représentations, peu importe si on parle de chi, on n'a pas mesuré le chi en physique, mais si ça marche et que ça soulage le patient, c'est ça le principal. Donc je pense que à partir du moment où on partage quelque chose au niveau du cœur et au niveau dans la dimension là, du prendre soin, quelque chose est possible.
Pour moi, c'est vraiment une vérité. Parce que je viens d'un institut qui on a appris tous les parties ensemble. On a travaillé aussi avec tous les parties. Homéopathie, physiothérapie, modern medicine, Ayurveda, Siddha Yunani, naturopathie, on a appris tout. So, pour moi, il y a une possibilité de cohabitation. C'est plutôt une façon de la éducation de chaque partie. Si la éducation ou de philosophie de chaque partie, c'était la même pour, garder la santé. Ça, c'est plus important. Peut-être je mélange un tout petit peu anglais. Because, if you can manage, putting the patient in front of you, it is much more easier to not lose the vision of health. Si vous pouvez toujours avoir la possibilité d'avoir le patient en face de vous, vous pouvez plus facilement garder cette vision de la santé. Along with that, we all have our plus points as well as minus points. Oh, merci. Each party has their pros and cons. Mhm. Donc, chaque partie a ses avantages et ses inconvénients, ses points forts, ses points faibles. We have to accept our cons and we need to understand which point we have to relay the baton. Nous devons accepter tout ce qui concerne les points faibles et voir comment il est possible d'y remédier. So that is where is the basis that I have studied the medicine from. I have worked with allopaths hand to hand, like where they could not help, with metabolic disorders, where I stepped in. Okay. Donc tu as appris, j'espère, tu me dis ainsi, à travailler main dans la main avec les praticiens de médecine conventionnelle, de façon à ce que... Quand il y a des maladies métaboliques, Métabolique, ouais. So, c'est quand il arrivait pas à gérer des choses, il est donné à moi, les patients. Et quand il y a des acute conditions, je passais des relais à eux. So, pas oublier aussi, je sais pas, peut-être vous pouvez, confirmer ça. The father of surgery, I don't know if it is. Le père de la chirurgie, Ambroise Paré. The father of surgery is actually Shushruta, who is one of our, one of our sages who has written the text of Ayurveda. Okay. Le père de la chirurgie, il vient de l'Inde. Il vient de l'Inde, d'accord, ok, de la médecine ayurvédique dans l'histoire. Historiquement, c'est certainement possible. Oui, c'est juste maintenant avec la modernisation, on a des belles aiguilles et tout ça. So we do have our challenges as Ayurvedic practitioners. You do have what? We do have our challenges. On a des challenges. Hein? Okay, we also have, it's like in between siblings. We have the sibling rivalry with the allopaths, the homeopaths, the naturopaths, and also even yoga. Okay, oui, donc de toute façon, il y a plein de branches. Et il y a effectivement l'allopathie. Principe allopathique, il n'est pas uniquement en médecine conventionnelle. Il y a du yoga, enfin voilà, c'est varié. So that's how I would say it's
cohabitation is possible under the flag of one, one world family. Ok. Donc, l'idée que la cohabitation est possible avec une seule voix qui forme une seule famille, c'est ça? Ok. So that's my conclusion. Sylvain, avant de parler de cohabitation, vous nous dites comment on touche et on masse les corps, et tout d'un coup, tchoup, on passe à la médecine traditionnelle chinoise. Eh ben, figure-toi que je masse et que je touche toujours les corps. Bonjour à tous. Bon, je vous ai déjà dit bonjour dans la cour tout à l'heure, mais voilà, j'ai pas eu l'occasion d'être sur scène. Bonjour à tous. Avant de commencer, forcément, moi, j'ai l'intention de vous remercier tous parce que j'apprends beaucoup. Je remercie tous les intervenants qui sont venus ici, qui m'ouvrent l'esprit, qui parfois ancrent mes racines et qui souvent me font redescendre sur terre et abolissent certaines certitudes qui sont nécessaires à mon intelligence et qui permettent de m'améliorer en tant qu'homme et en tant que praticien. Donc un grand merci à tous ceux qui ont parlé avant moi parce que j'ai appris beaucoup de vous. Voilà. Merci. Et puis merci à vous parce que vous êtes beaux. Là, quand on vous voit tous d'un coup, ça n'avais jamais fait gaffe, mais c'est joli. Voilà. Ce que j'ai à dire, alors moi j'étais masseur kinésithérapeute, voilà, diplômé de 2003, j'ai fait mes études en Seine-Saint-Denis, un endroit où on aime se toucher, donc normal. Du coup, j'ai vite déchanté, j'ai fait des études, moi je suis bête et classique, j'apprends ce qu'on me dit, je fais confiance à n'importe qui, même en Seine-Saint-Denis c'est possible. Du coup, j'ai bien travaillé, puis après je me suis confronté à la réalité des patients, des douleurs, des remises en cause et des échecs thérapeutiques, parce que je me suis rendu compte que je savais rien. Rien. Et donc, on m'entend là ? Ouais ? Ok. Et donc je suis tombé dans un cercle vicieux où j'ai compensé par l'humain mon manque de technique. Et ça m'a épuisé. Et puis, il y a un moment où la maladie m'a parlé et j'ai dû rééquilibrer l'ensemble du système. Voilà. Et sur mon chemin, il y a évidemment beaucoup d'amis qui m'ont aidé. Et puis, j'ai rencontré, par hasard, ou pas, la médecine chinoise qui m'a traité des problèmes que j'avais comme ça. Un claquement de doigts, 5 années de douleur, envolé. Et là, tu te dis, attends, je travaille, je fais ce qu'on me demande, et ça ne fonctionne pas. Tu compenses, tu continues à donner, tu suis, tu fais les fins de vie le samedi, tu enchaînes les mucoviscidoses, tu vois des trucs un peu durs, et tu vas, tu dis, t'es pas un lâche, courage, t'es pas un lâche, courage. Et tu tombes malade. Et ça, en fait, moi j'ai envie de dire à tous les gens qui forment le mal que vous faites aux gens, aux médecins, que vous formez mal. Vous les faites souffrir, vous les rendez malades. Et ça, vous n'avez pas le droit de faire ça. Parce que non seulement c'est une trahison du serment d'Hippocrate, premièrement de ne pas nuire, mais en plus c'est une trahison de confiance. Parce que quand un élève il fait confiance à son maître, il donne son cœur et son corps et son avenir. Et ça, c'est inacceptable. Merci Patrick de ne pas avoir fait pareil avec moi. C'était pas toi. Donc, la cohabitation, oui, non, peut-être. La cohabitation, moi déjà, c'est pas trop un mot qui me parle parce que ça me fait penser à la guerre, quoi. Tu vois, donc, ça me parle pas. Je pense qu'il y a une possibilité de coopération entre les ethnomédecines et la médecine conventionnelle, oui, mais à long terme, parce qu'on n'est pas prêt, mais pas du tout. C'est-à-dire, c'est là où je rejoins ce que disait Louis avant. D'ailleurs, tu m'as volé tous mes mots-clés. C'est pas sympa.
Mais la médecine, moi, mon constat que j'ai fait bien avant le Covid, il n'y a rien à voir avec ça. Moi, j'ai pas eu. Je veux dire, il suffit de se confronter à la réalité de la douleur, de la vie, de la mort. Et ben, je te jure, je veux dire, les leçons, elles sont là. Hein. Si tu ouvres tes yeux et que tu es prêt à souffrir un peu, comme ils font dans les rites initiatiques, je te jure, tu n'as pas besoin que personne te tienne la main pour grandir et devenir un homme. Il suffit de se prendre par la main tout seul et tu ouvres les yeux. Mais tu souffres. Mais si tu ne meurs pas, je te jure que tu comprends ce que ça veut dire vivre, survivre, et tu comprends que la notion de santé est indéniablement liée à la notion de vie et non de maladie. C'est facile à dire, c'est dur à voir, pour de vrai. Donc, oui, nous ne sommes pas prêts à coopérer ensemble, en tout cas en France, hein, parce que moi je veux bien aller travailler en Inde. Hein. Ah, cool. Bon, bah, il y a des gens qui ont un mauvais karma comme moi. Mais du coup, moi c'est un point de vue, après voilà, c'est un instant T. La médecine appartient à cette société, et comme le dit Louis, il a raison, notre société elle est malade. Donc aujourd'hui, il y a vraiment une remise en cause globale du système de santé et des institutions qui gouvernent cette médecine. Maintenant, si on met ça de côté, et que je reviens sur un référentiel un peu plus restreint, aucune médecine sur Terre, peu importe son nom, peu importe son ancienneté, n'a toutes les réponses de tous les déséquilibres, de toutes les pathologies, de tous les patients. Ça, il faut juste comprendre que personne n'a raison. Personne n'a de réel pouvoir, et je te remercie, Jean-Dominique, de nous remettre un petit peu les fesses là où il faut, parce que c'est la base d'une coopération saine entre des êtres différents. On parle de relations entre deux entités différentes, la médecine occidentale et les ethnomédecines, on va prendre au sens large. Mais en fait, une relation, c'est quoi? Une relation, c'est avant tout une confrontation, c'est un choc de différence. Et ce choc de différence, souvent, les gens ne le vivent pas. Ils ne le vivent pas parce qu'un choc, ça remue, c'est désagréable. Et comme on est dans une société qui fuit le désagréable à outrance, parce que le plaisir, c'est le confort, et le confort, c'est le bonheur, alors on n'avance pas. Et être statique, c'est mourir. Hein? De l'eau qui stagne, ne la buvez pas, elle est pathologique. Okay? Pourtant, c'est H2O. Hein. Alors, qu'est-ce qui se passe? Donc, ne nous mettons pas dans une pensée stagnante. Par rapport à ça, tu vois, je me perds. On est bien quand même, mais perdu. Cette médecine que je pratique, les ethnomédecines, que je ne connais pas, elles ont ce lien, elles ont cette définition de l'homme. Et c'est l'homme et l'intérêt du patient qui est au centre des préoccupations du médecin. Nous sommes des serviteurs, nous offrons du service. Du coup, la position du médecin, non seulement elle est humble parce qu'on ne sait pas tout et on ne sait pas tout soigner, mais en plus, je veux dire, on doit offrir quelque chose. Offrir quelque chose, ça veut dire aussi qu'est-ce qu'il veut, de quoi il a besoin. Et cette définition, ces principes d'ethnomédecine, en plaçant l'homme au centre, ont développé justement des outils diagnostiques, des outils thérapeutiques extrêmement pointus qui en fait traitent les terrains, traitent les globalités, bon ça vous l'avez entendu plein de fois, mais en plus de ça, elles ont cette vertu de générer très peu d'iatrogénèse. Aujourd'hui, on est dans une médecine occidentale qui est malade. Elle est malade et elle fait un déni. Et ce déni fait qu'il y a une fuite en avant des progrès techniques qui ne deviennent le seul centre d'intérêt. Le malade n'existe plus, c'est ce que disaient Louis, Jean-Dominique et tous les autres avant. Et en fait, ça, moi je le vois au quotidien, on peut le voir avec les vaccins, certes, et j'en vois plein, mais au quotidien, j'ai des patients qui sont malades parce qu'ils prennent des médicaments. Et je ne suis pas anti-médicaments. Encore une fois,
moi, je pratique une médecine et la première chose qu'on m'a enseigné, c'est à placer l'homme dans la nature et surtout, mon grand, connais tes limites. Si tu connais les limites de la pièce, c'est que tu en as fait le tour. Ça veut dire que tu la maîtrises. Okay ? Et moi, je respecterai mes limites. Jamais je ne dépasserai mes limites. Mes limites en termes de médecine et mes limites en termes d'ethnomédecin. Parce que le médecin a lui-même ses propres limites personnelles. Donc, moi, ce qui m'a fait souffrir quand j'étais un peu perdu en massokinésithérapie, c'est qu'en fait, cette médecine occidentale, alors j'étais pas médecin, mais dans le paramédical, je gérais plein de trucs. En fait, cette médecine, elle fait une fuite en avant et elle fait un déni de ses propres limites et elle fait un déni de son propre champ d'action. C'est-à-dire que c'est comme un rubis plein de qualités, plein de richesses, qui n'a plus d'espace-temps, elle n'a plus de référentiel. Elle est déracinée et elle flotte, elle fait une fuite dans le cosmos et elle n'a plus rien à voir avec l'homme, elle n'a plus rien à voir avec la nature. Elle s'est envolée. Comme, vous savez, comme un ballon qu'on gonfle et qu'on lâche d'un coup et pouf. Comment tu veux cohabiter avec un ballon qui gigote dans tous les sens? C'est pas possible. Donc on va attendre que le ballon y retombe. Et puis à un moment, de toute façon, moi je connais les limites de l'ethnomédecine qu'on m'a enseignée, je la respecte. Et je voyais le docteur Léon que j'ai jamais eu l'occasion de rencontrer, mais je suis toujours ému. C'est marrant. Tu es ému de voir un mec que tu connais pas en fait. C'est rigolo. Mais en fait, mes limites, les limites, et tous les étudiants qui sont là dans cette salle, ils savent que la structure, je leur prends la tête avec ça, mais c'est ça que ça veut dire. Et c'est pas que techniquement qu'on essaye de vous l'enseigner ici, c'est aussi au niveau de ce qu'on appelle nous les trois trésors, c'est-à-dire la technique, vous l'avez dit, mais également au niveau social, au niveau symbolique, j'utilise des mots que je n'ai pas l'habitude d'utiliser. Donc en fait, se positionner en tant que médecin, savoir positionner sa médecine, incorporer sa médecine au sein d'une société qui est elle-même en mouvement, dans un monde lui-même en mouvement, ça te permet de te dire, je peux me mettre en lien ou pas. Et moi, aujourd'hui, je ne peux pas me mettre en lien avec des gens qui ignorent leur maladie, mais ça ne me dérange pas. Hein. On ne peut pas reprocher à un aveugle de ne pas voir. Par contre, moi, je ne lui donne pas les clés de ma caisse. OK ? Donc j'ai beaucoup de respect pour les personnes qui viennent en soins à la maison et j'ai énormément de respect pour tout le corps médical, peu importe la médecine qu'ils pratiquent, parce que c'est un métier, un beau métier et un métier très difficile. Et c'est un métier d'homme. Et quand je dis homme, je parle aussi des femmes, hein, évidemment. Ce n'est pas un métier de lâche. Du coup, par contre, il faut qu'ils recadrent leur propre épistémologie, leur champ d'action, et puis qu'ils arrêtent de se faire corrompre par le premier vendeur de tapis venu. Et ça, c'est à eux d'avoir le courage de le faire, parce que moi, je le fais ailleurs, mais je ne vais pas le faire partout. À chacun sa responsabilité. Quand ils seront prêts, nous, on sera là pour travailler avec eux. Et je peux vous garantir que je suis le premier heureux à envoyer mes patients chez d'autres thérapeutes, parce que je sais que je n'ai pas les compétences pour l'aider. L'intérêt du patient avant tout. Merci Sylvain. L'avantage quand on passe comme ça en dernier, c'est qu'on n'a plus grand-chose à dire. Je vais revenir simplement sur la question de la chance de cohabitation et simplement avec du factuel, de l'observation. Donc ça me fait penser à deux choses. J'étais invité à plusieurs reprises en Chine à des congrès internationaux, il n'y avait pas que des Chinois, notamment des congrès dits de médecine intégrative. Et à chaque fois, j'ai eu cet étonnement de voir que donc il y avait plein de personnes qui parlaient de médecine chinoise avec de la médecine occidentale. Il faut savoir qu'en Chine, si vous voulez aujourd'hui étudier la médecine chinoise, vous devez déjà faire des études de médecine occidentale. Traditionnellement, c'était plutôt le contraire. On étudie sa médecine, puis on s'intéresse à d'autres choses pour ne pas se mélanger la tête. Donc là, évidemment, voilà. Et en fait, c'était à chaque fois des conférences de biologie moléculaire. C'est-à-dire qu'il y avait des études sur les plantes, par exemple, et puis il y avait des magnifiques diagrammes qui expliquaient, voilà.
Enfin, des choses que moi, c'était du chinois pour moi. Et donc, ce que je me suis rendu compte, effectivement, c'est que quand ils appellent ça une médecine intégrative, bah, pour eux, intégrer, c'est phagocyter. Donc, la cohabitation, on est pour. C'est important, on en a besoin, peu importe le sens qu'on va donner au mot, mais le fait d'être coloc, c'est bien, quoi. Enfin, cohabiter, voilà. Vivre, c'est coexister, disait Thich Nhat Hanh. Donc, simplement, voilà, intégratif, ça me fait peur. Et le problème, c'est que dès que l'Occident s'intéresse à quelque chose d'autre, c'est pour, effectivement, comme tu disais, le phagocyter. Ça, c'est pas acceptable. Donc moi, je suis pour une médecine, alors je ne vais pas dire non plus collaborative, parce que ça va me rappeler autre chose. On va dire coopérative. Hein, ça va, ça? Bon, je fais gaffe aux mots maintenant avec lui. Coopérative. Hein, dans ce cas-là, c'est tout à fait possible. Il faut s'adresser aux intelligences. Et en fait, de la cohabitation, on en fait au quotidien en cabinet. Moi, j'envoie des patients aux médecins. J'ai des médecins qui m'envoient des patients. Pourquoi? Parce qu'on est en bonne intelligence avec des gens qui ont le souci de leurs patients. Mais, voilà, c'est-à-dire le système, il est au-dessus, il est ailleurs, et on s'en fout. À ce moment-là, on est avec quelqu'un. Alors, ce n'est pas la majorité des médecins. Ce n'est pas le système hospitalier. Mais il y a toujours des gens qui, quand même, ayant prêté le serment, se disent, bon, lui, qu'est-ce que j'en fais? Tiens, bah lui, tiens... Voilà, et ils envoient aussi aux guérisseurs, aux druides, ils n'ont pas d'état d'âme, et moi j'en ai pas, de les envoyer parfois, ou des patients qui arrivent avec un cancer stade 3, ils disent c'est grave docteur, je lui dis attends, mais qu'est-ce que tu fous là? Parce qu'ils se sont fait engueuler une fois par un gynéco, ils ont peur de se faire engueuler une deuxième fois, ils laissent le cancer évoluer, parce qu'ils ont été mal traités sur le plan psychologique, et du coup, c'est nous qui devons leur prendre la main pour les emmener à l'hosto. Donc, en fait, si on travaille en bonne intelligence, la question ne se pose pas vraiment. Hein. Mais l'autre expérience que j'ai eue, c'est à l'OMS, parce que y avait un département de médecine traditionnelle à l'OMS. Donc, j'y suis allé. Et d'ailleurs, c'était une Chinoise de formation de médecine occidentale qui dirigeait ce service. Donc, elle avait les yeux bridés, mais elle faisait de la médecine occidentale. Et en fait, là encore, en discutant, je me suis rendu compte simplement que ce département... c'est un peu comme je vous disais pour la médecine intégrative, c'est qu'en fait, il s'intéresse aux autres médecines parce qu'il y a peut-être un réservoir possible de molécules. Enfin voilà, qu'est-ce qu'on peut en faire, comment on peut utiliser ces connaissances pour peut-être gagner un peu de temps ou faire des recherches. Mais quand il s'intéresse à une plante, ils n'en ont rien à faire de savoir si celui qui l'utilise dans son pays lui parle, hein, ou comment il l'utilise, qu'est-ce qu'il y a derrière. C'est juste, voilà, qu'est-ce que je peux prendre là-dedans? Donc il y a l'armoise, hop, et puis Tu Youyou va gagner un Nobel de médecine en piquant un savoir millénaire sur Qinghao, l'armoise annuaire, et ça fait des millénaires qu'on l'utilise pour les maladies de type paludéen. Et c'est juste, voilà, c'est du pillage de savoir, avec en plus un pillage stupide, parce que ça va créer des résistances, ça fait des milliers d'années que ça marche, et là, ça ne va plus marcher au bout d'un moment parce qu'on va créer des super résistances, des super antibiotiques, vous voyez, enfin, c'est super con. Donc, la cohabitation est tout à fait possible parce qu'il y a des gens qui ont le cœur ouvert, qui ont l'intelligence, quel que soit le parcours qu'ils ont fait. Mais tout ce qui est organisé de manière un peu importante, avec de l'industrie derrière, il faut reconnaître qu'effectivement, là, ça laisse peu d'espoir. Donc, moi, mon espoir, il est simplement au niveau humain, au niveau de la pratique quotidienne, avec les bons médecins, ou les bons ethnomédecins, peu importe. Et je pense que ce sont les patients qui feront le lien, les usagers de santé. Parce qu'un bon médecin, pourquoi il a du monde? C'est parce qu'il travaille correctement. Et donc, le docteur Léon me disait, si vous décidez de faire de la médecine, de toute façon, c'est un beau métier, puisque vous êtes respecté, vous aidez les gens. C'est bien d'aider les gens. Comme il y a toujours des gens malades, vous n'aurez jamais de faim. Enfin voilà, c'était très simple l'explication. Mais quand un patient est satisfait, il en parle à d'autres. Et donc s'il est satisfait, non pas seulement du médecin, mais de la médecine qui a été appliquée, voilà. Donc si tous les gens qui pratiquent une médecine à dimension humaine ont suffisamment de patients, c'est eux qui vont faire la masse qui bascule. C'est pas forcément tous les messages, tous les trucs entre petits groupes dans un bocal qui disent ouais c'est des salauds. Non, ça va être les patients qui vont basculer le truc. Donc il faut se retrousser les manches et soigner les gens.
Ça, on verra ça demain. Oui. Moi, j'ai entendu entre vous 2 courants. Schrouti et Tsetan, ils nous parlent d'une cohabitation qui existe déjà. Dois-je entendre, Louis, qu'en France ou ailleurs, en tout cas en Occident, il y a tellement d'enjeux de pouvoir que c'est l'argent qui fait vivre la médecine. Et puis, pourtant, j'ai encore sur les frontons de certains monuments français des mots qui nourrissent notre République, mais on parle d'un service public. Et l'hôpital, qui est un service public, ou une réponse aujourd'hui au public, dont la nuance politique. Mais ça veut dire quoi? C'est que plutôt que la cohabitation, le pouvoir, les enjeux de pouvoir, l'argent, va changer aussi et transformer ce système qui tend à s'effondrer ou qui s'effondrera demain, et qu'on va aller, comme dit Patrick, vers une transformation venant du patient lui-même. C'est ça? Oui, alors la question est complexe, a de nombreux ressorts. Je vais essayer de ramasser ça en quelques phrases pour laisser la parole. Il me semble que quand un système est malade, il s'effrite, il s'effondre, il est en entropie. L'entropie, c'est la 2e loi de la thermodynamique qui dit que les grains qui le composent vont partir, vont s'effondrer. C'est exactement ce qui se passe dans le système démocratique, dans le système médiatique, dans le système scolaire, dans le système sanitaire. Les grains qui le composent s'en vont. Ils s'en vont de manière volontaire ou bien parce qu'on les chasse. Mais aujourd'hui, vous prenez une institut ou un prof, il n'a pas envie d'être dans l'éducation nationale. Il sait bien que c'est un système défaillant qui fait du mal aux enfants. Il rêve plutôt de créer une nouvelle école. Ah, ça veut dire que les grains qui sortent d'un système retrouvent leur liberté, retrouvent des degrés de liberté. Pour autant, s'il reste des grains, des poussières dans l'univers, ils n'arriveront rien à accomplir. Rien ne va se catalyser et se précipiter dans le réel. Ça veut dire que ces grains qui sortent du système doivent se réappareiller, se réassembler, et changer les structures de gouvernance. Ne pas refaire la même chose. Parce que s'ils refont exactement la même chose que le système dont ils sortent à l'instant, il va se réeffondrer pareil et plus vite. C'est exactement ce qui se passe. Il y a de très nombreuses personnes qui sont sorties de notre société telle qu'on la conçoit. On dit ok, merci, ciao, quoi, j'ai compris, quoi. Et ils font des collectifs, mais ils remettent à la place un pervers narcissique qui prend tout le pouvoir. Ils refont reposer le truc sur 3-4 personnes qui souffrent comme ça. Ils ne tiennent que par la pression externe. Ils n'ont pas tissé de cohérence interne, d'harmonie qui leur permet de rester ensemble et de s'épandre quand la pression externe diminue. Donc aujourd'hui, à l'instant où je vous parle, de très nombreux collectifs sont en phase de décohésion, sont en train de s'effilocher, sont en phase d'entropie. Ils se sont formés à l'occasion des mesures totalitaires qui ont été mises en place. Mais là, maintenant qu'elles sont un peu plus light, ou qu'ils en perçoivent moins la perversité, ils sont en train de s'effondrer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a de très nombreux soignants qui ont été éjectés du système. Et ça, c'est une chance. En fait, c'est une grâce. Parce que ces soignants sont en train de se retrouver. Ils se retrouvent ici, mais ils se retrouvent dans les collectifs, ils se retrouvent un petit peu partout, pour commencer à construire autre chose. C'est exactement ce qui est en train de se passer. Et il est probable que le système en train de s'effondrer le supporte très mal. Que la personne du Conseil de l'ordre qui est là est quand même là pour aller taper sur le clou qui dépasse. Pour le faire s'effondrer. Parce que ça fait peur qu'autre chose se mette en place. Mais c'est en train d'arriver. Et le pire, c'est que c'est en train d'arriver à l'extérieur, par tous ces gens qui ont été éjectés, et qui n'auront d'autre choix que de le faire. Vous prenez des soignants qui ont été éjectés du système de santé aujourd'hui, s'ils ne forment pas un nouveau système de santé, ils vont en crever. Donc c'est une nécessité de survie, de recommencer à soigner d'une manière ou d'une autre. Donc ça va se faire. Et c'est en train d'émerger partout. Il y a une biodiversité magnifique qui est en train d'arriver. Ça peut partir d'une école de médecine chinoise, comme d'une école de naturo près de Montbéliard, en passant par des quelques soignants qui se sont mis ensemble et qui soignent.
Ils trouvent les interstices, ils trouvent les failles. Ils sont plus médecins, ils sont coachs santé. Ils sont plus infirmiers, ils sont autre chose. On s'en fout, on trouvera les failles. Ça, c'est des détails. Comme l'argent, la question de l'argent, c'est en fait un détail, un gros détail quand même. Parce qu'il y a la question de ce que tu disais, c'est que c'est l'effondrement de la chose publique, de la res publica. Et c'est exactement ça qui est en train de se passer, l'effondrement volontaire de la res publica. Mais vous avez compris que c'est un hold-up des institutions privées ou pas? Vous avez compris que votre argent n'est pas votre argent? Ouais, vous avez compris que votre école n'est plus votre école, qu'elle appartient, le Health Data Hub et le Data Hub des étudiants aujourd'hui est possédé par Microsoft. C'est ça qui se passe. Le Health Data Hub, c'est pareil, est possédé par Microsoft et géré par Microsoft. C'est un hold-up. Pierre Barnerias avait exactement raison dans le nom de son film, même s'il a eu tort dans la façon de le propager. C'est un hold-up. Bon, ok, soit. Comment on fait pour ne pas se faire braquer? Je crois qu'on est en train de se faire braquer de toute manière. Eh bien, tant mieux. On va reconstruire autre chose, autrement et en mieux. C'est en train d'arriver, comme je vous l'ai dit, de partout. Les gens s'assemblent pour faire des structures de soins. Et ça parle d'ethnomédecine, ça parle de médecine intégrative, ça parle de médecine coopérative, ça parle de santé naturelle. Et les gens se forment, ils montent en compétences au niveau individuel. Aujourd'hui, vous regardez 50 tutos sur YouTube sur les plantes, bah vous commencez à connaître les plantes. Et puis si en plus, après, vous l'appliquez en faisant des balades botaniques avec le gars qui connaît du coin, vous commencez à être bon. Et si vous commencez à les cuisiner, vous le faites, c'est en train d'arriver. Ça, c'est extrêmement joyeux, c'est extrêmement positif. Ça, c'est à l'extérieur. Mais le plus beau, c'est que ça se passe à l'intérieur aussi du système qui est en train de se fissurer de tous les côtés. Je l'ai déjà raconté plusieurs fois, mais les infirmières au bloc opératoire, les aides-soignantes, elles n'apprennent pas comment optimiser la qualité. Elles apprennent à faire du toucher-détente. Elles apprennent à faire du reiki, elles apprennent de la naturopathie, elles apprennent à faire de l'acupuncture, elles apprennent à faire de la communication thérapeutique, de l'hypnose thérapeutique. C'est ça qui est en train de se passer. Et dans le centre de lutte contre le cancer où je travaillais, et où je ne vous ai pas raconté, mais il y avait en gros Capgemini qui était venu faire le projet d'entreprise, où il fallait prendre des parts de marché sur le cancer. L'horreur, hein, l'horreur. La destruction du truc public. Dans ce même institut, aujourd'hui, les patients ils vont au bloc, dignes, debout et détendus. Ils n'ont pas le mauvais froc ouvert sur le cul qui font qu'ils sont comme ça en train de se demander qui les regarde et leur regarde les fesses. Non, non, avec un vieux string en résille. Vous savez, c'est comme ça à l'hôpital, hein, quand vous allez au bloc dans beaucoup d'endroits. Non, non, ils ont un vrai pyjama. Ils sont debout. Il y a le brancardier, il tient le dossier, il discute avec lui d'humain à humain. Il n'est pas juste en train de le pousser à la mort sur son brancard. Il arrive dans le bloc opératoire, là il y a de l'aromathérapie. Sans les huiles essentielles, ça sent bon. Moi, j'y connais rien, mais il y a des gens qui font de l'aromathérapie et qui savent que celles-ci sont utiles à ce moment-là, à visée anti-inflammatoire, à visée anxiolytique, à visée de préparation. Dans cette même salle borgne, qui est le début du bloc opératoire, il y a des vrais beaux sièges, confortables. Et la personne, on l'accueille. Il y a quelqu'un qui l'accueille, il y a un agent d'accueil. Et puis, il y a des beaux dessins et des belles photos, parce qu'on sait que quand on voit quelque chose, c'est aussi puissant que si on le voit en vrai. Quand on fait une visualisation de quelque chose, c'est aussi puissant que si vraiment on le fait. Et bien là, dans le bloc opératoire, pareil, il y a des montagnes, il y a des choses comme ça. Tout ça, ça existe. C'est déjà là, au cœur du monstre. Et ça, encore une fois, pour moi, c'est une source de grand espoir. Oui, je passerai le micro à la fin à Tsetan et à Shruti pour voir justement quel esprit les anime dans un discours différent. Et je vois Carole qui est au fond. Carole, venez si ça ne vous ennuie pas, parce que je crois qu'on peut honorer la force, l'intelligence, quand il y a des chercheurs, des universitaires qui osent affronter et dire non, et qui aujourd'hui, au-delà de ça, travaillent. L'esprit travaille, l'intelligence. Et c'est pour ça qu'on parle d'intelligence collective. Je vous remercie, Carole. Venez. Alors, on discutera un petit peu avec Carole après. On va vous laisser terminer ce qui est important. On ne change pas comme ça tout d'un coup, non. Non, parce qu'elle peut nous dire beaucoup de choses. Qu'est-ce que vous pensez de ça, de dire, ben oui, vous êtes en France, vous voyez bien l'état d'esprit qui diffère de Shruti et de Tsetan,
où les enjeux de pouvoir sont un peu différents, parce que leur culture est fondée déjà sur cette alchimie de la médecine traditionnelle et de la médecine conventionnelle. Est-ce que ça vous rejoint quelque part, ou vous pensez qu'il y a une affaire de gros sous derrière, une affaire d'économie? Parce que vous avez quand même fait, vous, le choix aussi de vous arrêter, de revenir dans un cabinet où vous soignez, où ça a un coût. Quelle est votre pensée sur ce sujet-là? Je rejoins totalement ce qu'a dit Louis sur notre système de santé. Alors, à la différence de ce qui se passe en Inde c'est qu'ils avaient déjà un socle de médecine traditionnelle avec de profondes racines, déjà bien implantées avant l'arrivée de la médecine occidentale. Donc là, c'est la différence majeure, alors que nous, notre médecine, effectivement, c'est beaucoup coupé de ses racines hippocratiques, effectivement, et puis est devenu un monstre, comme le dit Louis. Oui. Maintenant, justement, je voudrais aussi faire cette citation. Il voulait nous enterrer, mais il ne savait pas que nous étions des graines. Donc, en fait, voilà, il y a la force du vivant. Et puis, Louis, tu disais cette expression, je crois, nous sommes les gardiens du vivant. Donc, en fait, c'est justement ça qui est en train de se faire, comme l'a décrit Louis, soit dans les services ou même voilà, ici, en tant que thérapeute, soignant, on est vivant et on est gardien de la vie et du vivant. Et du coup, on est riche de beaucoup de créativité, d'inventivité pour contourner comment dire, ce qui nous est imposé, les rigueurs du système. Et un peu comme le pissenlit qui perce le bitume, qui va pousser à travers. Voilà, on a cette force-là, ce génie de la vie. Et donc effectivement, je pense que le système actuel s'effondre. Et oui, il est comment dire, il est gangréné par l'argent. Mais voilà, à côté, il y a de belles forces qui peuvent pallier à ça, mais forcément en dehors du système. Merci, Renouy. Patrick, peut-être quelques mots, Sylvain et Patrick, et Agnès, notre amie Agnès, entend des choses qui demain vont jaillir comme un geyser sur les solutions possibles, en tout cas, pour faire vivre tout cela. Patrick. Oui, un point de vue, c'est géographique. C'est-à-dire que quand tu es là, tu as un certain point de vue. Quand je suis là, j'ai un autre point de vue. Et c'est normal. Bien sûr. Donc, Shruti, elle a un point de vue de l'Inde. Setan, il a le point de vue, en plus, au-dessus de l'Inde, un peu du Tibet. Et leur point de vue respectif est compréhensible parce qu'ils ont des médecines très anciennes. Et donc, la médecine occidentale est arrivée dans ces terres tout sourire. D'une bouche qui rit, on voit toutes les dents. Comme un enfant. Le misanthrope. Et donc, c'est une proposition de collaboration qui a été faite, mais quand même avec les critères épistémologiques de la médecine occidentale, parce que du coup, ces médecines ont à cœur de faire valoir leur scientificité, au sens où l'entend l'Occident, qui a une médecine qui s'est développée sur le plan mondial. Alors, ça peut frotter à des moments, parce que quand on est dans une médecine qui adapte le traitement aux patients, avec des protocoles qui adaptent les patients au traitement, c'est difficile à prouver que ça marche. Mais toujours est-il que les termes de la cohabitation sont plus agréables, sont plus faciles, sont plus diplomatiques, parce que l'Occident est en terre étrangère, malgré tout. Ici, on est dans un autre monde, et c'est pour ça qu'on a deux regards différents, parce que là, on est dans un système qui est d'ici, qui a déjà fait la chasse. C'est pas aux sorcières, c'est aux médecins, tout simplement. Et qui n'a pas l'envie de laisser la place qu'il a prise. Donc, en fait, là, c'est bec et ongles. On développe quelque chose. Il n'est pas question, enfin, en tout cas, du point de vue du système qui s'est mis en place, qu'un pouvoir soit repris par rapport à ça.
une autonomie, une liberté de choix thérapeutique, de méthode. Donc, je pense qu'on est effectivement dans deux points de vue naturellement différents par rapport à la notion de cohabitation, parce que, voilà, on est en Occident, tout simplement. Merci. Je voudrais, Sylvain, peut-être vous avez un mot à dire sur ce point, et puis après on passera le micro à Shruti et Tsetan. Ouais, je vais faire un mot rapide alors. Pression. Oh non. Non, mais Surtout respirer. non, mais moi, tu me mets des stops, hein, sinon je continue. Moi, il y a un truc quand même sur le terme de cohabitation qui est compliqué. Hein. Vous avez vu, en France, c'est compliqué pour nous par rapport à vous. C'est compliqué parce qu'il y a une vraie ignorance du monde médical occidental sur la nature même de l'ethnomédecine, en termes d'objectifs, en termes de principes diagnostiques, c'est-à-dire on va dire de point de vue sur l'homme, et en termes de techniques et d'outils. C'est-à-dire que voilà, on ne peut pas échapper à la peur de l'inconnu. Un jour, c'est les Italiens, les Polonais, après les Arabes, après tout ça, et puis tout ça. Puis un jour, c'est les médecins, ou les ethnomédecins, qui se prennent pour des Chinois ou des Indiens. Enfin voilà, ils ne sont pas de chez nous. Donc cette peur de l'inconnu, elle est normale, et on ne peut pas lui faire la guerre. Mais c'est une maladie. La peur, ça rend malade. Ça fait chuter le système immunitaire. Et en plus de ça, sur le long terme, enfin voilà, il y a plein de conséquences à ça. Donc, la nature même de l'ignorance de la médecine occidentale est liée à cette ignorance est liée à la nature même de cette médecine occidentale qui ne connaît pas les émotions, qui ne connaît pas le monde de la pensée, qui ne sait pas qu'une intuition, c'est un trésor, qui ne sait pas qu'un rêve, c'est un désir teinté d'imaginaire, qui engendre des mouvements de chi, qui pousse le sang au cerveau, qui irrigue les yeux, qui fait pousser les yeux, et il y a un moment tu souris. D'accord ? Donc, ils ne peuvent pas comprendre, ce n'est pas de leur faute, c'est la nature même de leur point de vue qui les rend aveugles à ce qu'on est nous. Donc ce n'est pas de leur faute. Par contre, ils savent qu'on est là, on est là. Voilà, ils ne peuvent plus le nier. Et il y a un moment ou un autre, s'ils ne s'ouvrent pas à l'inconnu, s'ils se ferment, là c'est leur responsabilité. D'accord ? Donc moi, j'en veux pas aux gens qui jugent la médecine chinoise, ça marche pas. Enfin, moi, je m'en fiche, à la limite, c'est rigolo. Justement, ça nous remet le cul sur la chaise en disant « Oh, il a peut-être raison ». Mais du coup, voilà, il n'y a pas de haine à avoir par rapport à tout ça. Par contre, il y a une vraie responsabilité de notre part, comme tu disais, de tendre la main, de dire « Ok, tu ne voyais pas, mais regarde ce que je te montre. Si tu ne veux pas voir, là, c'est ta responsabilité. Et t'engendreras les conséquences de tes actes. » Oui, ça c'est de la science. Cause, conséquence, c'est de la physique. Voilà. Donc ce que je veux dire, c'est que c'est difficile pour nous ici, parce qu'il y a une vraie ignorance de leur part. Et en plus de l'ignorance qu'ils ont envers nous, qui est légitime, hein, sincèrement, c'est normal de ne pas connaître quelque chose qu'on ne t'a pas montré ou pas appris. Moi, j'ai aucune rancœur par rapport à ça. Par contre, l'intérêt du patient, je reviens à leur serment. Et quand tu ne sais pas, 1, tu nuis pas, et je vais vous en parler juste après, et 2, tu te fais aider. Sinon, tu fais l'autruche et tu ne veux pas voir les limites de ta propre pratique avec tes incompétences. Mais la compétence commence par reconnaître ses incompétences. Donc, en fait, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que plus tu vas traiter, plus tu vas nuire. Parce que moins tu vas apprendre. Et ça, c'est grave, en fait. Parce que c'est psychiquement une posture iatrogène. OK ? Donc, je reviens sur ils ne nous connaissent pas, mais ce n'est pas de leur faute. Par contre, il y a un truc qui est un peu plus dérangeant, c'est qu'ils ne se connaissent pas eux-mêmes. C'est-à-dire qu'à force de croire qu'ils... Alors là, je reprends un autre mot-clé que tu m'as piqué, Louis, tout à l'heure. Non, mais à force de croire qu'on peut artificialiser tout système naturel et faire en sorte d'engendrer un équilibre durable, mais réveillez-vous, ce n'est pas possible. Il y a trop de paramètres dans la physique, dans la biochimie, dans la météorologie, dans la climatologie, et je t'en passe et des meilleurs. Hein. Là, je ne parle pas du 2e, du 3e, du 4e, 5e monde. Hein.
D'accord ? Je parle d'un truc palpable. Ou en tout cas, même si ce n'est pas palpable, c'est concret. Donc ce que je veux dire, c'est que ce dogme complètement faux qu'on peut consommer de la santé et que c'est l'unique moyen, l'unique vision. Il y a une origine aux maladies, un traitement pour les maladies, une vision juste et socialement acceptable. On est dans de l'extrémisme. C'est de l'extrémisme. Alors, on va faire la guerre à des pays parce qu'ils sont extrémistes et qui sont dangereux. Et aujourd'hui, on fait la guerre à des gens qui veulent de la liberté, qui veulent de la coopération, comme en Inde, comme au Tibet. Pourquoi ? Parce qu'eux, ils sont centrés sur l'intérêt du patient et parce qu'ils sont compétents et qu'ils connaissent leurs limites, ils veulent s'ouvrir. Voilà où on est. Et ça, autant on ne peut pas leur en vouloir de ne pas nous reconnaître, c'est normal, parce que voilà, il n'y a pas que la matière, il n'y a pas que la physique mécanique, il y a la physique thermodynamique, il y a la lumière, il y a la physique quantique, il y a plein de physiques différentes. Donc il n'y a pas que la chimie, qui est une science extrêmement intéressante. Mais moi j'étais en fac de bio, je voyais les chimistes et les biologistes, ils ne pouvaient pas se piffrer. Oh, les mecs, vous parlez de la même chose, juste avec un langage différent, mais c'est la même chose. Donc c'est rigolo. Je m'arrête là. Merci Sylvain, oui, je suis désolée. Tu n'as pas osé, mais j'ai entendu. Je suis vraiment désolée. Comment ça passe en Inde, c'est ça? Ok, depuis 12 ans, depuis 12 ans, c'est vraiment... Ok, quand je commençais à étudier Ayurveda, c'était encore, une vraie force qui l'allopathie, c'était top. Il y a tous mes, classmates, il est allé, fait étudier de médecins modernes, ok. Mais dans ce temps, c'est mon métier, mon maître, il a dit non, tu fais pas de modern medicine, tu allais faire Ayurveda. Je comprenais rien, mais quand même j'ai allé faire Ayurveda. Bon, c'est-à-dire pourquoi je dis cette histoire, c'est plus parce que je pense qu'il est sentir le changement dans la consciousness, des grandes consciousness dans des Indiens, dans des global. Ok, je veux dire, c'est vraiment global, changement. C'est une consciousness qui a été prise, qui ont besoin à prendre soin de nous, ont besoin à retourner dans nous, ok, dans l'intérieur. Ok, comme Ayurveda, on toujours travaille avec notre My Sister Science, yoga. Yoga, il travaille plutôt du côté spirituel et Ayurveda, il travaille plutôt du côté matériel. So, on essaye ensemble. Quand je finissais mes études et que je commençais à pratiquer, pour moi, ça commençait à être plus facile parce qu'il y a déjà des changements dans tous les consciousness. Et presently, grâce à cette pandémie, je veux dire, tous ces médecins qui ont dit alternative, il est rentré dans des views primary care. En ce moment, Ayurveda, Siddha Yunani, yoga, homéopathie, Tibetan médecine aussi, il est tous rentrés dans une vision qui, ça c'est la première care. Ça c'est la première care pour la santé. Si vous n'arrivez pas à gérer, vous avez quand même allopathy medicine. Si vous besoin ou vous êtes obligé à faire une surgery, allez voir votre médecin. You know? On a un cancer department dans notre hospital, Ayurvedic hospital. So là-bas, on dit pas, conseiller que vous arrêtez toute votre chimiothérapie, vous n'avez pas besoin de surgery et tout ça. Non. Le principe, c'est ça, je reviens de Sushruta.
Sushruta, il a dit, si vous avez une tumeur ou si vous avez une partie de votre jambe qui était malade et vous n'arrivez pas à gérer ça, vous êtes obligé à couper ça. OK? Ça, c'est la partie de surgery. Quand il y a une tumeur, vous êtes obligé à quand même enlever, mais après vous avez enlevé, vous avez autre façon à régler aussi. Vous avez les plantes, vous avez la diète, vous avez le style de vie. Comme ça, vous pouvez porter votre santé à votre main. Et maintenant, Ayurveda, yoga, Siddha, c'était bien explosé grâce à Covid. Hein. C'est pas que en Inde, c'est pas que en Inde, parce que I have to be a little modest, but I'm going to brag. Grâce à la Covid, il y a beaucoup de gens qui ont commencé à prendre le rendez-vous avec moi pour juste booster sa immunité, pour comprendre comment je peux booster mon immunité et comment je peux comprendre moi-même pour soigner moi-même. Ça, c'est un changement qui, de mon part, que j'ai expérimenté ici en France et aussi en Inde avec tous mes collègues que j'ai entendus. Puis, pour ces 2 dernières années, qu'est-ce qui se passe chez vous? Est-ce que la médecine traditionnelle vit et se déploie comme elle s'est toujours déployée? Yeah, before the COVID, also in terms of Tibetan medicine in India, so we, after around 50 years in exile in India, we are practicing, but it's not legal. But recently we are legally recognized by the Indian government. So it comes under the Ayush department, so under the Indian system of medicine. So under the Indian system of medicine, it was legally recognized under the name Soarigpa. Soarigpa is a Tibetan name. But from our government, in exile, also there is Central Council of Tibetan Medicine in Dharamshala. Donc, ça fait 15 ans qu'ils sont du coup en Inde. Et jusqu'à présent, c'était plutôt illégal de pratiquer la médecine tibétaine là-bas. Mais depuis le Covid, de ce que j'ai compris, le gouvernement a autorisé les institutions et les instituts de médecine tibétaine à pratiquer. Donc il y a un institut en Inde qui s'occupe de toutes les médecines traditionnelles et qui a reconnu la médecine traditionnelle tibétaine comme existant. So it's a kind of big achievement. Yeah, legal recognition is a great thing. But at the same time, from outside, from the Tibetan government in exile, also the Central Council of Tibetan Medicine requested the Indian government to change the name in Tibet, term it as Tibetan medicine instead of Soarigpa. But because of maybe there is kind of a political issue, because if put the Tibetan name, it's a sensitive case with the Chinese. So instead of that Soarigpa, they put the Soarigpa. In any way, it's kind of from our side, it's a big achievement, legal recognition. Ok, donc ils trouvent que quand même il y a eu une grosse avancée, le fait d'être reconnu par cet institut, et que pour eux c'est vraiment une grande reconnaissance et une réussite. Après, le problème c'est qu'il y a quand même des accords et des soucis au niveau géopolitique entre l'Inde et la Chine, ce qui fait que l'Inde leur a demandé de changer le nom de médecine tibétaine et du coup ils ont pris un nom indien. Alors je ne saurais pas le prononcer. Ok, la centre de Tibetan médecin qui est la governing body de la Tibet exiled,
il est demandé Ayush, c'est des governing body de tous les médecins traditionnels en Inde, pour changer de nom et mettre tibétain médecin. Mais l'Inde, il est dit, avec la géopolitique, avec Chine, ça peut être fait un tout petit peu souci avec Chine. On est déjà avec bon souci avec eux. Désolée. Mais on est dit, on peut pris le nom Soarepa à la base de tibétain médecin. So, comme ça, Ayush, c'est actuellement un acronyme de Ayurveda, Yoga, Unani, Siddh, Soarepa et homéopathie. So, comme ça, c'est Ayush. Ça va, c'est clair? Bon. Vous pouvez taper sur Google. On va éviter. Bon. Then, yeah. Then now, yeah, during the pandemic, so it's yeah, recognition, legal recognition is kind of progress here, in terms of Tibetan medicine. Yeah? So in between the COVID. You can continue. Donc, avec le Covid, la reconnaissance de la médecine tibétaine, elle a augmenté. So even during the pandemic, because as I mentioned earlier, earlier that through our 64 branch clinics, we provided treatment to COVID patients. Yeah. So, pendant la pandémie, il est des 54 centres dans tout l'Inde. So, il est donné des traitements à les patients de COVID. Yeah, we provide our system of medicine to the COVID patients. So as I mentioned, we did kind of data collection of those patients. So maybe there are even more COVID-19 patients that we have treated, but in the data, it includes around more than 4,000 patients. So the recovery rate is 99%. So it's from our side, it's a good achievement. Because of that, during the pandemic, our system of medicine helps a lot to the COVID-19 patients. And there are more younger generation in our community also, people who are not aware of our medicine. They have, what should I say, they have get a lot of information, have what do you say? Have more faith, you can say, have you in, more interest has been increased in their mind because of the achievement of treating the patients during the pandemics. Ok, je traduis. Hein. Ok, so pendant la pandémie, avec toute la data research qu'il a, c'est à peu près 4000 personnes qui les traitées, peut-être plus, mais il a reçu de 99%. 99% de la récupération récupération de la santé grâce à Tibetan médecin, et grâce à ça, toutes les youths de la tibétaine, de l'adolescente et des youths de tibétain, il est commencé à plus intéressé à cette médecin, et il est plus commencé à accepter ou avoir confiance. Merci. Merci. Yeah, thank you. Merci beaucoup. Alors, Carole, on vous prend comme ça, on va... Bon, un peu au dépourvu, mais vous ne le serez pas longtemps. Vous êtes universitaire, bien sûr, chercheur, vous avez travaillé... si j'ai bien compris, Louis, ce matin, on en a eu quelques mots d'échange avec le professeur Raoult à Marseille. Hein, voilà. Vous êtes sorti de cette structure. J'allais dire pourquoi, même si vous serez là-dessus. J'allais dire comme ça. Voilà, vous avez compris. Nous dire,
vous êtes chercheuse. Vous ne pouvez pas nous priver de votre intelligence. Ça, je crois que c'est très important. On va parler de l'intelligence collective. Sachez que beaucoup de chercheurs quittent la France. Pour moi, c'est dramatique. Pour vous, sûrement aussi. Bon, et j'ai même une question. Le projet, alors ça sera la deuxième question pour vous. Le projet du Conseil scientifique indépendant est-il aussi en capacité de relier la médecine occidentale et les ethnomédecines? Et quelles sont aussi vos recherches pour demain? C'est la troisième question, parce que bien sûr, on va faire je vous ai entendu parler tout à l'heure de physique quantique, de médecine quantique. Qu'est-ce que vous nous proposez aussi demain? Alors voilà, ça fait trois questions qui vont conclure cette table ronde, et je trouve que c'est un cadeau. Donc, on conclura, on dira juste un mot pour remercier chacun d'entre nous. Carole. Alors, j'ai arrêté de pratiquer mon travail qui était d'hospitalo-universitaire à l'IHU, à la faculté de médecine, tout simplement parce que j'ai refusé la vaccination, parce qu'il me semblait que les données de la science que j'avais à disposition et que j'ai beaucoup travaillé ne donnaient pas de certitude quant à la qualité, la sécurité et l'efficacité de ces produits. Ce qui paraît une position assez modérée, somme toute, de dire pour l'instant, il n'y a pas suffisamment de données pour assurer la qualité, la sécurité et l'efficacité. Mais rien que d'émettre ce simple doute, qui est pourtant en fait la base de la science. La science, c'est de douter de tout chaque jour. Et j'ai moi-même beaucoup douté face des gens qui étaient très peut-être dogmatiques sur leur position. Et donc j'ai remis mon ouvrage sur le métier de très très nombreuses fois, jusqu'à être bien persuadée que non, pour l'instant, nous n'avions pas suffisamment de données pour être certains que ces vaccins soient une solution miracle, soient très efficaces et soient inoffensifs pour l'homme. Donc pour l'instant, mes recherches pour le futur sont au point mort, puisque je ne travaille plus dans un laboratoire de recherche et je n'ai pas le droit d'y accéder, sachant que normalement les enseignants-chercheurs n'ont pas été suspendus, mais de fait que j'étais à la fois hospitalière et enseignant-chercheuse, j'ai été suspendue de mes deux postes, ce qui paraît un peu parfois étrange, voilà, et pas très en accord avec la loi qui est passée. Merci, c'est très clair. Quant à la science, le problème dans toute cette crise, c'est peut-être que les scientifiques ont oublié de rester humbles, puisque peut-être la première qualité du scientifique, c'est de rester humble. On va passer sa vie à essayer d'expliquer le monde avec une méthode qui est scalée. Elle peut amener des découvertes extraordinaires, et puis elle peut passer à côté de tout ce qu'elle n'exporte pas, évidemment. Donc, notamment, la science, elle a toujours besoin de quantifier certaines choses. Donc, vous ne pourrez jamais prouver de manière scientifique, enfin, en tout cas, difficilement, et pas avec les outils que nous avons actuellement en science et qui sont reconnus, quelle est la quantité de bonheur, de bien-être, puisque ce sont des données qui sont inquantifiables. Donc, on essaiera de les approcher avec des artifices qui sont très peu... qui reflète très peu la réalité. On va vous faire un questionnaire sur votre mode de vie, sur votre bien-être. Est-ce que vous avez un travail? Est-ce que vous avez un mari? Est-ce que vous avez des enfants? Mais bon, ce n'est pas vraiment le reflet de la quantité de bonheur ou de joie que vous pouvez ressentir au quotidien. Et donc, ce sera toujours très difficile de faire une étude scientifique sur ce genre de paramètres. Et dans cette crise... il y a eu un problème parce que la science, une partie de la science a dérapé et n'a plus regardé les faits. La science s'est séparée de la réalité. Il y a des scientifiques qui n'ont plus regardé les faits objectivement, tels qu'ils auraient dû le faire. Et ils sont partis dans une espèce de dogmatisme. Et finalement, à la fin, si on est dogmatiste, on ne fait plus de la science, on fait de la religion. Et pourquoi pas? Moi, ça ne me dérange pas. Mais il faut bien savoir à ce moment-là quel rôle on prend. Est-ce qu'on est dans le rôle du scientifique ou est-ce qu'on est dans le rôle du religieux? On a tous le droit de croire à ce à quoi on veut. C'est la laïcité, donc il n'y a pas de souci. Mais il ne faut pas faire croire aux gens que c'est issu de la science. Voilà, c'est plutôt ça le
le problème dans cette crise. C'est qu'on fait croire aux gens qu'un dogmatisme était issu de la science alors qu'il n'y avait pas de preuves. Par exemple, quand ils ont sorti le vaccin, un fait scientifique tout simple, ils affirmaient comme un fait scientifique que le vaccin protégerait de la contamination. Enfin, que si on était vacciné, on ne pourrait pas transmettre le Covid aux autres, très exactement, alors que ça n'avait pas été testé par une étude scientifique. Donc, moi, je disais simplement, ça n'a pas été testé. Donc, à l'heure actuelle, avant que le vaccin soit distribué au grand public et qu'on sache qu'effectivement, les vaccinés pouvaient également transmettre la maladie, donc avant cette période-là, juste au moment où il le distribuait, on pouvait juste dire, on ne sait pas. Et ça a été un problème, puisque à la fin, les gens se rendent compte qu'on leur a menti. Et si vous avez menti à quelqu'un, vous avez perdu la confiance. Et donc je pense que ces mensonges, enfin ce dogmatisme en tout cas, parce que je pense que c'était pour certains des mensonges involontaires, ils avaient envie d'y croire eux-mêmes, et donc ils le faisaient croire aux autres, et va rompre une confiance d'une partie de la population envers le corps scientifique et le corps médical, et que c'est très dommageable. Et donc, pour moi, un scientifique, il doit bien borner son exercice en mettant bien les limites de ce qu'il est en train de faire pour ne pas raconter des histoires au grand public. Voilà. Donc, la première qualité du scientifique, c'est d'être humble et de ne pas vouloir expliquer ce qu'on ne connaît pas, parce que sinon, on devient dogmatique. Je reviens de Carnac, et ça fait de nombreuses années que les scientifiques se penchent sur ces alignements sans en trouver la réponse. Voilà, donc soyons humbles. Merci Carole. Vous vous occupez du volet comprendre au comité scientifique indépendant. C'est ce que, et est-ce que vous seriez en capacité de parler des ethnomédecines et de la médecine conventionnelle? Est-ce que vous avez capacité à écrire là-dessus, ou c'est pas du tout dans ce registre? Alors le conseil scientifique, au départ, il a été, le conseil scientifique indépendant a été créé pour faire contrepoint au conseil scientifique existant et adoubé, on va dire, par le gouvernement, puisqu'il y a eu aussi une crise de censure dans cette pandémie. C'est-à-dire que certains scientifiques qui avaient une voix divergente, voire discordante par rapport à la doxa admise, n'avaient plus de tribune pour s'exprimer. Et donc ça, c'est un gros problème en science, puisque la science, c'est quand même le mélange des idées et le dissensus. Et c'est ce qui se passe souvent à l'IHU, on n'est tous pas d'accord. Et c'est formidable, parce que c'est justement en n'étant pas d'accord que vont émerger des idées. Et là, donc, ça n'existait plus. Il semblait que les scientifiques et les médecins parlaient d'une seule et même voix pour dire tous la même chose. Et ça, c'est un phénomène inquiétant, puisque c'est pas possible que tout le monde pense la même chose au même moment, à moins qu'il y ait un gros problème dans la rationalité et dans les idées des gens. Donc ça, c'était très inquiétant. Et donc le conseil scientifique était là pour redonner une parole à des médecins et des chercheurs. Donc la seule condition qu'ils ont, c'est d'être indépendants, c'est-à-dire ne pas recevoir d'argent de la part des laboratoires ou du gouvernement, en tout cas pour ce sujet-là, de ne pas avoir ce qu'on appelle un conflit, ou maintenant de manière plus atténuée, un lien d'intérêt, puisque les conflits sont devenus des liens. Ça fait moins peur au grand public, donc ils ont transformé le mot conflit en lien d'intérêt. Et le but, c'était d'essayer de donner ces informations donc au grand public, pour que le grand public ait plusieurs sons de cloche et se fasse sa propre idée avec ces personnes qui sont triées sur leur conflit d'intérêts, qui passent donc au conseil scientifique indépendant. Au conseil scientifique indépendant, il y a peu de personnes qui sont compétente en tout cas dans les ethnomédecines, sauf peut-être Jean-Dominique Michel, de par son côté anthropologue, qui s'est intéressé forcément aussi à ce côté-là. Ensuite, il y a quand même une volonté, je pense, dans le conseil scientifique d'ouvrir à d'autres sujets que la crise du Covid, parce qu'on commence un peu à en avoir fait le tour au niveau scientifique, et donc ce qu'on va faire, c'est peut-être
updater, remettre à jour les chiffres et les études qu'on a pu avoir, mais ça ne va pas y avoir, je pense, de grandes nouvelles découvertes, en tout cas sur ce sujet-là. Et donc le conseil scientifique va s'ouvrir à d'autres thématiques pour offrir au grand public d'autres thématiques médicales. Très bien. Voilà. Vous venez de traverser cette expérience, tout comme Louis. Demain, vous êtes toujours chercheuse. Vers quel sujet vous aimeriez vous tourner pour conclure? Pour l'instant, je n'ai pas forcément d'idée très précise de ce que je vais faire. Parce que je pense que nous sommes dans une sorte de parenthèse, en tout cas Louis et moi, vu la situation qu'on a, et que peut-être c'est aussi une certaine forme de sagesse d'accepter d'être dans une parenthèse. Nous avons la chance de voyager, de rencontrer beaucoup de monde, ce qui nous ouvre à beaucoup de sujets. Et j'espère que de par toutes ces rencontres que je vais faire, vont émerger de nouveaux projets et de nouvelles envies. Et puis on verra vers quoi nos pas se dirigeront plus tard. Merci beaucoup, Carole.